voulais remercier tout d'abord Kevin Rabian et l'association France Alzheimer de m'avoir sollicité pour participer à cette intéressante conférence. Et donc, je vais vous présenter quelques éléments sur les interactions entre vieillissement, audition et cognition. En commençant tout d'abord par ce graphique, pour vous montrer que cette thématique est vraiment une thématique d'actualité. Ça représente le nombre d'articles qui sont publiés chaque année en mettant comme mots-clés audition, cognition et vieillissement. Et vous voyez qu'on est passé d'un article en 1974 à 261 en 2024, avec déjà plus de 60 articles pour les 2 premiers mois de l'année 2025. Donc c'est vraiment une thématique médico-scientifique qui est vraiment très explorée à l'heure actuelle. Alors, je vais scinder ma présentation en 3 parties. Tout d'abord des données générales. Ensuite, on reverra les différents résultats, les principaux résultats concernant les liens entre surdité et troubles cognitifs. Et puis, on conclura par quelques mots et perspectives. Alors, concernant la perception auditive, je voulais vous rappeler les 3 fonctions de l'audition, avec la première qui est de permettre d'être relié au monde et par ce biais-là, d'avoir ce qu'on appelle une fonction d'alerte. C'est par ce biais-là que quand vous traversez, vous pouvez percevoir un klaxon qui vous dit arrêtez-vous, sinon vous allez avoir un accident. Donc ça, c'est la première fonction. La deuxième fonction, c'est celle auquel on pense immédiatement, c'est la fonction relationnelle, de communication interpersonnelle, par le biais du versant récepteur de la communication auditivo-verbale. Et puis vous avez également la troisième fonction, qui est plus une fonction hédonique, dans la mesure où nos oreilles vont nous permettre d'écouter et de pratiquer le chant, la musique, le théâtre, et par ce biais-là, donc, être générateur de plaisir et d'émotion. Et donc le handicap auditif va pouvoir avoir un impact sur ces 3 fonctions et principalement sur la fonction de communication. Et je souhaitais vous souligner le fait que ce handicap de communication, c'est essentiellement ce qu'on appelle un handicap situationnel, c'est-à-dire qu'il va dépendre des besoins de communication que la personne handicapée a. Donc c'est révélé par une interaction avec autrui, puisqu'on parle de communication, et c'est modulé par des facteurs contextuels. Et donc, vous vous doutez bien qu'en fonction de vos activités, de votre âge et des besoins que vous avez en communication, le handicap auditif ne sera pas le même, et notamment la problématique de l'isolement chez la personne âgée. C'est vrai que la communication n'est pas le problème principal chez ces personnes âgées. Et donc, ça fait référence à ce qu'on appelle l'approche biopsychosociale du handicap auditif, donc la classification internationale du fonctionnement et du handicap. Et donc, en fait, les problèmes de santé, donc en l'occurrence les troubles de l'audition, vont avoir des interactions dynamiques avec les facteurs contextuels, environnementaux et personnels, et vont, par ce biais-là, créer un handicap auditif. Alors, concernant les liens entre audition et cognition, on a déjà commencé à en parler. Vous avez là schématiquement le système auditif avec la captation périphérique, la transduction par l'oreille interne, la transmission par les voies auditives afférentes, et ensuite l'interprétation, l'identification de la sensation par le cerveau auditif. Et donc vous avez un récepteur périphérique qui va transmettre une information par le biais des voies auditives afférentes au cerveau auditif. Mais vous avez également ce que j'ai appelé le cerveau cognitif, c'est-à-dire tous les processus cognitifs qui vont concourir à la perception auditive, mais qui ne sont pas spécifiquement dédiés à l'audition, qui sont aussi utilisés dans d'autres systèmes et fonctions, notamment la mémoire, l'attention, qui peuvent être améliorées par l'apprentissage, l'entraînement et la plasticité. Alors, concernant les interactions entre audition, cognition et vieillissement, comme vous le savez, le vieillissement va agir à la fois sur l'audition et sur la cognition. Ce qui est important de savoir, d'avoir à l'esprit, c'est que l'interdépendance entre l'audition et la cognition va augmenter avec l'âge. Donc, c'est ce qu'on appelle la covariance sensoricognitive, c'est-à-dire que le vieillissement, il va avoir un effet, on va dire, indépendant sur chaque système auditif et cognitif, mais il va aussi avoir des répercussions sur les interrelations entre audition et cognition. Et donc, tout d'abord, concernant l'impact du vieillissement sur la perception auditive, donc c'est une atteinte ubiquitaire, c'est-à-dire qu'elle va toucher à la fois le système auditif périphérique, le système auditif central, également le système cognitif. C'est pour ça que les anglo-saxons utilisent plutôt la dénomination trouble auditif lié à l'âge que en France, la presbyacousie qui a une connotation atteinte périphérique.
Juste pour rappel, les troubles neurosensoriels liés à l'âge, on en a déjà un peu parlé, ça ne touche pas que l'audition. Ça va toucher tous les systèmes sensoriels et notamment le système visuel. Et je voudrais, pour illustrer cette notion, vous montrer ce graphique qui vous montre en fonction des classes d'âge à partir de 65 ans jusqu'à 90 ans. Vous voyez la prévalence des troubles visuels, des troubles auditifs et ce qu'on appelle des atteintes bimodales, c'est-à-dire visuelles et auditives simultanément. Et vous voyez qu'avec les classes d'âge, ça croît de manière importante, avec en premier les déficits auditifs, mais vous voyez, les déficits bimodaux, après 90 ans, ça représente environ 15% de patients. Concernant l'impact du vieillissement sur le fonctionnement cognitif, on a trois principaux processus qui vont interagir et pouvoir perturber la perception auditive. Tout d'abord, les processus attentionnels, notamment en termes de diminution des ressources attentionnelles, diminution des capacités d'orientation attentionnelle. Quand vous êtes dans un environnement bruyant et qu'il faut vous focaliser sur un discours plutôt qu'un autre, ce qu'on appelle la situation de cocktail party, les sujets âgés ont plus de mal à orienter leur attention sur un discours particulier. Les processus mnésiques, ça fait référence à un déficit en mémoire à court terme, mémoire de travail, c'est-à-dire la possibilité de garder en mémoire active une information tout en traitant une autre. Ça, c'est plus difficile chez les sujets âgés. Et les processus automatiques, c'est ce dont parlait un peu Christian Hugonnet tout à l'heure, c'est le ralentissement du traitement, c'est-à-dire que les sujets âgés ont souvent des difficultés quand on commence à parler rapidement. Souvent, ce qu'ils disent, parlez pas si vite, je comprends rien à ce que vous dites. Et donc, juste pour vous illustrer cette problématique, là, c'est des résultats qui sont assez anciens, mais qui montrent, dans une tâche de reconnaissance de mots et de phrases, le taux de bonne réponse en fonction de la classe d'âge. Vous voyez 10 à 20 ans jusqu'à 80-90 ans. Et vous voyez que concernant la reconnaissance de mots, les performances diminuent, mais très légèrement, ce qui fait plutôt référence au vieillissement périphérique de l'audition. Par contre, pour la reconnaissance de phrases, où il faut aussi impliquer des mécanismes de mémoire à court terme, vous avez une détérioration plus marquée qui fait référence à la participation cognitive à cette reconnaissance. Et donc, on en arrive à l'impact du vieillissement auditif sur la dégradation cognitive. Donc ça, c'est une des hypothèses. On en a vu, il y en a deux ou trois autres, mais c'est l'hypothèse la plus facilement compréhensible, celle de la dégradation informationnelle, où vous allez avoir tout d'abord, du fait de la surdité, donc une dégradation du message auditif périphérique, c'est-à-dire que l'encodage va se faire de manière moins performante, une détérioration de la compréhension. Le sujet ayant plus de mal à comprendre, il va avoir tendance à avoir des difficultés en termes de capacité de communication, et donc il va avoir tendance à se retirer socialement. Donc ça va induire un isolement social qui va favoriser les troubles thymiques, notamment la dépression, et au final, favoriser les troubles cognitifs. Donc, ça fait la transition avec la deuxième partie, surdité, troubles cognitifs et démence. Alors, quelques données épidémiologiques, on en a déjà parlé en introduction. Vous voyez, la maladie d'Alzheimer et démence apparentée, c'est la première cause de démence en France. Ça se représente plus de 70% des causes de démence. Vous voyez, avec un coût annuel qui est quand même important, à 28 milliards d'euros annuels. Et en pendant, vous voyez la presbyacousie ou trouble auditif lié à l'âge. C'est également la première cause en ce qui concerne la surdité, avec 40 à 60% des personnes âgées de plus de 65 ans qui présentent une presbyacousie. Et en termes de coût annuel aussi, c'est environ 17 milliards d'euros annuels en termes de coût global. Donc ça n'est pas anodin. Alors, je vais essayer de répondre aux 4 questions qui vous sont présentées. Les patients déments sont-ils plus sourds que les sujets non déments du même âge? La surdité est-elle un facteur de risque de troubles cognitifs? Et ensuite, voir l'impact de l'appareillage auditif sur le déclin cognitif et sur le bénéfice potentiel chez les patients présentant déjà une démence. Alors, à la première question, les patients déments sont-ils plus sourds que les sujets non déments du même âge? En fait, ça revient à étudier l'association entre surdité et démence. Donc là, l'approche méthodologique, c'est une photographie à un temps donné, c'est-à-dire une étude transversale. On va prendre un groupe de patients qui présentent une démence, un groupe de patients contrôle qui n'a pas de troubles cognitifs, et on va voir quelle est la prévalence des troubles auditifs. Et donc, l'étude Princeps de Richard Ullmann, vous voyez, en 1989, avait montré que la surdité était plus fréquente chez les patients Alzheimer. Là, c'était 100 patients Alzheimer versus 100 sujets contrôle. Et il avait pu montrer dans cette étude transversale que le risque de démence augmentait avec le niveau de perte auditive. Des études plus récentes ont confirmé ces données. Vous voyez, avec des prévalences de surdité chez les patients avec démence. Ça, c'est la cohorte américaine National Health and Aging Trend Study. Vous voyez, d'environ 80% versus 65% pour l'ensemble de la cohorte.
Donc ça, c'est des chiffres de l'année dernière et d'il y a 2 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement les patients avec troubles cognitifs ont plus fréquemment une surdité, mais que la surdité, elle est, entre guillemets, plus sévère. Donc, c'est-à-dire des différences en termes de seuil tonal moyen. Alors après, c'est des différences qui sont minimes. Vous voyez, entre 2 et 4 décibels HL. Mais ces 2 et 4 décibels, ça correspond grosso modo au seuil de discrimination des modulations d'amplitude. Donc, ça participe à la perception de la parole et ça peut participer aux difficultés des sujets âgés et des sujets avec troubles cognitifs à la perception de la parole et à la compréhension. Donc là, juste pour vous illustrer le résultat de cette méta-analyse, vous voyez les différences de seuil tonal. C'est ce qu'on appelle un graphique en forêt. Chaque arbre représente une étude avec, vous avez la moyenne et puis les valeurs extrêmes. Et vous voyez que globalement, à droite, c'est une augmentation du seuil, à gauche, c'est une réduction du seuil. Globalement, vous avez une augmentation du seuil d'environ 4,5 décibels chez les patients présentant une maladie d'Alzheimer ou une démence apparentée. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi cette prévalence est plus élevée chez les patients déments et les patients Alzheimer. Alors je vais partir d'une étude autopsique qui date depuis déjà de quelques années, des années 90, où en fait SINA a autopsié des patients Alzheimer décédés et a étudié la présence de lésions neuropathologiques au niveau du système auditif central. Et il s'est aperçu qu'on avait des lésions qui étaient topographiquement spécifiques de la maladie d'Alzheimer, qui étaient présentes plus spécifiquement au niveau des différents relais des voies auditives ascendantes, notamment le colliculus inférieur, le corps genouillé médian et également le cortex auditif primaire. Donc, juste pour rappel, les 2 principaux types de lésions pathologiques qu'on peut retrouver dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, la dégénérescence neurofibrillaire, qui est un amas de protéines tau, et les plaques séniles, qui correspondent à un amas de peptides bêta-amyloïdes. Et donc, vous voyez sur le tableau récapitulatif avec les 9 sujets Alzheimer et les sujets contrôle, on a donc la présence de ces lésions pathologiques de maladie d'Alzheimer au niveau des différents relais des voies auditives et également au niveau du cortex auditif primaire chez les patients Alzheimer, alors qu'ils ne les retrouvaient pas chez les sujets contrôle. Donc c'est déjà une première, un peu sur le modèle de ce que disait mon collègue, le docteur Michalski. Vous voyez, là aussi, pour le système auditif, l'accumulation des lésions aurait tendance à être plus marquée au niveau du système auditif central. Alors, on va évidemment, de fait, se poser la question des mécanismes physiopathologiques qui vont sous-tendre cette association entre surdité et démence. Et donc, des études récentes, notamment cette méta-analyse qui date de cette année, là, 2025, vous voyez, où ils ont en fait étudié les liens entre la présence de biomarqueurs de démence et surdité, en utilisant de l'imagerie encéphalique, donc tomographie à émission de positrons, IRM, en analysant le liquide céphalo-rachidien. Et ils ont surtout montré une application, là en l'occurrence pour cette étude, mais il y en a d'autres, de la protéine tau dans ce mécanisme de relation entre surdité et démence, avec donc la surdité qui favoriserait l'augmentation de la protéine tau et entraînerait une neurodégénérescence impactant le lobe temporal et favorisant le processus démentiel. Donc à la première question, les patients déments sont-ils plus sourds que les sujets non déments du même âge? La réponse est oui. Alors après, on peut se poser la question, est-ce que la surdité est un facteur de risque de troubles cognitifs? Et là, pour le coup, pour répondre, ce n'est pas une étude transversale qu'il faut faire, c'est ce qu'on appelle une étude longitudinale prospective, c'est-à-dire que vous allez inclure à T0 un ensemble de sujets, donc des sujets tout venant. On va voir quel est leur niveau de perte auditive au départ et on va les suivre pendant un certain nombre d'années pour voir si au cours du suivi, ils vont développer des troubles cognitifs. Et donc, c'est l'objet des résultats qui vous ont été présentés juste avant de la commission permanente du Lancet sur la démence. Vous voyez, donc, ils ont publié différents résultats, donc notamment en 2017 avec une actualisation en 2024, et ils ont mis en évidence, ils sont passés de 12 à 14 facteurs de risque modifiables, dont la surdité qui serait un facteur de risque modifiable de démence.
Alors là encore, notre graphique en forêt, hein, vous voyez avec à droite une augmentation du risque, à gauche une réduction du risque, et globalement, vous voyez que vous avez une augmentation du risque de 1,4. Donc, grosso modo, enfin, c'est un raccourci, mais 40% de risque supplémentaire en cas de surdité. Une autre méta-analyse a pu montrer que ce surrisque, enfin, il était d'environ 16% par dizaine de décibels de perte auditive. Et donc, par ces études, ils ont pu modéliser ce qu'on vous a déjà montré, hein, le parcours de vie des différents facteurs de risque modifiables, hein, donc des 14 facteurs de risque modifiables en 2024, hein, vous voyez, avec la participation respective de ces différents facteurs de risque au risque de démence, hein, ce qu'on appelle la fraction attribuable de la population. Et là, en l'occurrence, le déficit auditif représente 7% du risque de démence au milieu de la vie. Vous voyez, donc c'est effectivement le premier facteur de risque modifiable au milieu de la vie. Et vous avez également, à la fin de la vie, l'isolement social dont on a déjà parlé, sachant qu'il peut avoir une interaction avec le trouble auditif, donc ça complique un peu le modèle, on va dire, et le déficit visuel, hein, en référence à ce dont je vous parlais, les déficits bimodaux qui donc vont encore aggraver le risque de démence en cas de déficit auditif et visuel. Donc à la deuxième question, la surdité est-elle un facteur de risque de troubles cognitifs? La réponse, globalement, elle est positive. Alors évidemment, la question, c'est de se poser, qui se pose ensuite, c'est est-ce qu'en corrigeant cette perte auditive, est-ce qu'on peut prévenir le déclin cognitif? Et donc c'est l'objet de cette troisième question. Là, l'approche est grosso modo la même que précédemment, c'est-à-dire on va faire une étude longitudinale prospective, mais on va comparer cette fois-ci deux populations malentendantes, sans et avec appareillage auditif, et on va voir si l'appareillage auditif permet de préserver peu ou prou le déclin cognitif. Et donc, il y a des résultats de méta-analyse, hein, d'études de cohortes prospectives. Vous voyez, là encore, notre graphique en forêt. Vous voyez donc, à gauche, c'est une réduction du risque. À droite, c'est une augmentation du risque. Et globalement, l'effet, il est de 0,8. Donc, c'est-à-dire, vous avez une préservation du risque d'environ 20% avec l'appareillage auditif. Donc, le risque de déclin cognitif diminue avec l'utilisation d'un appareillage auditif, sachant que dans les études, il y avait à la fois, pour certains appareillages auditifs conventionnels, et pour d'autres l'implant cochléaire, hein, qui est une autre thématique, l'implant cochléaire du sujet âgé, notamment porté ici à Paris par Isabelle Monnier. Et donc je ne peux pas ne pas vous parler de l'étude ACQUIVE, hein, qui a fait beaucoup de bruit lors de sa présentation à Amsterdam en juillet 2023, qui est coordonnée par Franklin. Et en fait, c'est on va dire la première étude interventionnelle de grande échelle, hein, vous voyez, donc c'est un essai contrôlé randomisé où ils ont comparé l'intervention, vous voyez, un groupe intervention avec réhabilitation auditive versus un groupe contrôle qui avait une éducation à la santé pour bien vieillir. Donc c'était des conseils pour vieillir en bonne santé. Et donc la cohorte, ce qui est intéressant dans cette cohorte globale ACQUIVE, c'est qu'en fait, elle était composée de deux sous-cohortes. Une cohorte qui avait été mise en place pour l'étude, c'est-à-dire un recrutement de participants qui souhaitaient participer à cette étude. Mais ils ont également pris une partie de la cohorte ARIC, hein, qui était déjà suivie depuis une dizaine d'années, sur le risque, risque cardiovasculaire, où donc, dans cette cohorte, les sujets étaient plus âgés, avaient plus de risques de déclin cognitif, avaient plus de facteurs de risque cardiovasculaire. Et donc, là encore, sur ce graphique en forêt, vous voyez les résultats. Là, c'est une étude, une analyse intermédiaire, puisque c'est à 3 ans et que le suivi global, il est prévu sur 6 ans. Vous voyez qu'il n'y a pas d'effet significatif pour la cohorte globale, hein, pour les critères primaires. Par contre, pour la cohorte ARIC, vous voyez qu'il y a un effet de préservation cognitive de 48% pour le déclin en termes de cognition globale et de 66% pour les variables langagières. Voilà, autrement, enfin, illustré de manière plus graphique, hein, vous voyez, là, ça représente l'évolution du score global de cognition globale au cours du suivi entre 0 et 3 ans. Et vous voyez donc
En bleu, c'est le groupe contrôle. En rouge, c'est le groupe interventionnel. En pointillé, ça serait un groupe contrôle hypothétique chez qui on n'aurait fait aucune intervention. Alors évidemment, ça n'a pas été le cas parce que ça n'est pas éthique, mais à supposer qu'on ait laissé évoluer la maladie spontanément. Donc là, on retrouve l'effet bénéfique de l'appareillage auditif dans la cohorte ARIC. Et potentiellement, si on avait comparé ces groupes interventionnels à des sujets sans aucune intervention, on aurait pu probablement montrer un effet encore plus important. Voilà, alors à la troisième question, l'appareillage auditif permet-il de réduire le déclin cognitif ? Probablement, mais ça reste à confirmer, vous voyez, parce que là, c'est vraiment une cohorte qui était particulière dans sa structuration et chez laquelle on a pu montrer un effet bénéfique. Et donc la dernière question, c'est savoir, une fois que le processus démentiel est enclenché, est-ce que l'appareillage auditif peut améliorer l'évolution clinique des patients Alzheimer? Alors l'hypothèse d'action, elle est simple, hein, c'est grosso modo une réafférentation auditive, c'est-à-dire vous allez refaire fonctionner schématiquement l'oreille, de nouveau pouvoir stimuler le cerveau. Donc c'est une sorte de stimulation sensoricognitive qui va permettre d'une part d'améliorer les capacités de communication du sujet et donc par ce biais-là de combattre l'isolement et la dépression, et également améliorer la qualité de vie aussi bien du patient que de l'aidant. C'est sûr que l'aidant, s'il a moins de difficultés à communiquer avec son proche, ça va améliorer la qualité de vie. Et donc pour rappel, ça fait la stimulation cognitive et la prise en compte des déficits sensoriels font partie des recommandations de la Haute Autorité de Santé, hein, notamment dans le guide parcours de soins qui a été publié il y a quelques années. Et donc, concernant les résultats expérimentaux, je souhaitais vous présenter l'étude Princeps. On peut dire que c'est une étude, comme on dit, preuve de concept. Hein. Donc, c'était une étude de cas chez 8 patients Alzheimer qui a été menée à Pittsburgh par Catherine Palmer et John Durant. Vous voyez donc dans les années, fin des années 90. Et donc, ils ont étudié l'effet potentiellement bénéfique d'un appareillage auditif monoral après 4 à 6 mois de suivi. Et ce qui est assez original dans le design, en tout cas pour l'époque, c'est qu'en fait, ils ont sollicité les aidants des patients Alzheimer appareillés pour identifier quels étaient les troubles psychocomportementaux les plus fréquents chez ces patients. Et donc ensuite, ils ont étudié l'amélioration de ces troubles avec l'appareillage auditif. Et vous voyez, bon là, il y en a un certain nombre. Et pour certains, il y a eu une disparition, une amélioration significative. Par exemple, des assertions négatives, des comportements d'oubli. Et puis, en termes d'audibilité aussi, une amélioration. Également, ce qu'on appelle le questionnaire de Weinstein et Ventry, hein, le Hearing Handicap Inventory for the Elderly. Vous voyez, avec des nettes améliorations des scores. Donc là, le questionnaire a été rempli par l'aidant. Pour les patients, c'est moins évident parce que seulement 4 patients ont pu remplir le score sur les 8 qui ont participé à l'étude. Mais il y a quand même une amélioration de ce score de handicap avec l'appareillage auditif. Donc, en termes de preuve de concept, il faut retenir de cette étude, je dirais que la démence ne doit pas être un obstacle à la prise en charge audioprothétique des patients Alzheimer malentendants. Et donc, c'est ce qui nous a amené à Lyon à mettre en place un essai clinique randomisé dans le cadre d'un programme hospitalier de recherche clinique national, une étude éclapée de Zach. Donc, c'était un essai contrôlé randomisé en double aveugle, hein, pour le coup. Donc, ça, c'est ce qui est vraiment particulier. On a pu inclure 48 patients. Donc Alzheimer malentendant. Et donc, on a comparé un appareil auditif qui était actif d'emblée avec un appareil placebo qui était activé 6 mois après. Donc, c'est ce qu'on appelle une procédure semi-croisée où vous avez le groupe actif interventionnel où l'appareillage auditif fonctionne pendant 12 mois et le groupe placebo. Pendant 6 mois, la prothèse est placebo, elle n'est pas active au sens audioprothétique du terme. Et ensuite, on l'active les 6 derniers mois. Et donc, on a fait un suivi 6 mois donc sur un an, des évaluations régulières cognitives et psychocomportementales et de qualité de vie. Et donc, je vais vous présenter des résultats concernant la partie cognitive et la partie comportementale. Donc, l'ADAS-COG,
Donc c'est un score sur 70, plus il est élevé, plus vous avez de troubles cognitifs. Vous voyez que malgré l'appareillage, donc c'est le groupe en bleu, ça n'a pas empêché une détérioration modérée du score. Donc on n'a pas de différence intergroupe ni intragroupe au sein du bras placebo. Par contre, on a pu mettre en évidence que l'âge à l'inclusion était le seul facteur prédictif de compliance en termes de port des appareils auditifs. Concernant l'aspect qualité de vie, la DRQL, Alzheimer's Disease Related Quality of Life, vous voyez là encore, on n'a pas pu mettre en évidence de différences intergroupes statistiquement significatives, ni intragroupes. En revanche, il y avait quand même une évolution du score à 12 mois en faveur du sous-groupe actif compliant. Vous voyez le bleu qui remonte. Là, pour le coup, le score, plus il est élevé, plus la qualité de vie est importante. Donc à la quatrième question, l'appareillage auditif des patients déments influe-t-il sur leur évolution clinique? Là encore, c'est probable, mais ça reste à démontrer. Et donc j'en viens à quelques mots de conclusion. Donc vous l'aurez compris, concernant le lien entre surdité et déclin cognitif, risque de déclin cognitif, là on a des études et des résultats qui sont probants, des méta-analyses qui montrent ce lien et avec ce surrisque de troubles cognitifs. En revanche, l'effet bénéfique ou protecteur de l'appareillage auditif, c'est beaucoup moins évident et ça reste encore vraiment à préciser et à valider. Et donc, je souhaiterais élargir aussi les perspectives, parce que ce qu'il faut avoir en tête quand on parle de facteurs de risque modifiables, c'est que c'est variable en fonction de la population. Donc là, c'est basé sur des études réalisées principalement en Europe et aux États-Unis, au Canada, donc dans les pays, on va dire, développés. Mais il faut bien avoir en tête que ce qu'on appelle, donc ce que je vous disais là, la fraction attribuable de la population, donc la part du risque, elle est variable en fonction de la prévalence du risque relatif, et donc ça varie d'une population à l'autre, aussi bien dans un pays que dans le monde entier. Donc les facteurs de risque de démence ne sont pas exclusifs les uns des autres, ça aussi. Le modèle qui vous a été présenté là, de la commission Lancet coordonnée par Livingstone, c'est le principe du modèle de Cox, c'est que les facteurs sont indépendants les uns des autres, ce qui est faux. Vous imaginez un patient avec des troubles auditifs et visuels, en fait le surrisque il est bien plus important que 7 plus 2%. Et l'impact individuel et combiné est variable d'une population à l'autre. Donc, il faut vraiment essayer de favoriser les interventions multidomaines qui vont cibler plusieurs facteurs de risque et également personnaliser les interventions en fonction des populations, en fonction de leurs risques propres et aussi bien en termes de facteurs de risque que d'environnement culturel, social et géographique. Ça fait partie des recommandations qui ont été prônées par l'OMS, ce qu'on appelle le CIPA en français et ICOP en anglais, les soins intégrés pour les personnes âgées. Vous voyez parmi les 6 préconisations, il y a maintenir les capacités sensorielles. Et donc je voudrais terminer par ce que j'ai appelé le paradoxe de l'autoneurogériatre, à savoir que la surdité est un facteur de risque modifiable de dégradation cognitive, mais on a seulement 10 à 20% des patients Alzheimer ou avec démence apparentée qui sont appareillés, contre 30 à 60% pour les patients âgés non déments. Donc c'est un peu un paradoxe. Alors la cause, c'est relativement simple. C'est souvent un traitement qui est considéré comme non prioritaire. Quand on a fait l'étude ECLAP-P2A, on avait beaucoup de mal à convaincre le gériatre de présenter l'appareillage auditif comme un traitement. Ils n'étaient pas convaincus. Autant ils présentaient un anticholinésterasique sans problème, mais l'appareillage auditif, c'était beaucoup plus compliqué. L'absence de plainte fonctionnelle de la part du patient ou de la patiente, c'est sûr que les difficultés de communication, ce n'est pas forcément la première plainte du patient. Et la surdité est souvent masquée par les troubles cognitifs et les troubles psychocomportementaux qui sont présentés par le patient. Donc ça peut expliquer pourquoi cette prévalence de l'appareillage auditif est moins importante chez les patients Alzheimer. Alors les solutions possibles, évoquer systématiquement un déficit auditif et visuel pour le coup chez les sujets âgés présentant des troubles cognitifs, ça c'est important. Favoriser le port d'un appareil auditif et de lunettes chez les sujets âgés malentendants, alors précocement à visée préventive, en cas de démence à visée thérapeutique, et également prendre en charge les autres facteurs de risque modifiables, tels que préconisés par l'OMS. Et donc, pour ce faire, je vous propose ce que j'ai appelé le credo du soignant et de l'aidant, parce que l'aidant aussi, ça part dans cette approche de soins intégrés. Face à un patient âgé avec un déficit auditif, ce qui est bon pour les oreilles et les yeux est bon pour le cerveau. Voilà, je vous remercie.